Hello la compagnie, bienvenue dans ce nouveau numéro de Le Micro Pro. Aujourd'hui, je vais interviewer Mathilde Durand, que vous connaissez peut-être sous le nom de La Tanière des Freelances, et on va parler process, prospection, enfin vous verrez. Mathilde, c'est une copine du web, mais que j'ai eu la chance de côtoyer dans la vraie vie, vu qu'on habitait toutes les deux à Bordeaux. Et je suis contente de vous la présenter parce que c'est à la fois quelqu'un de très pro, de très nature. Elle est très forte et elle travaille de manière éthique et structurée. Et voilà, c'est quelqu'un que j'adore et que j'admire. Et je sais que vous allez la kiffer aussi. Donc voilà, Mathilde, je te laisse te présenter. C'est une sacrée description. J'ai intérêt à être à la hauteur. Tu me mets une pression. Désolée. Non, mais bienvenue. Enfin, je vais dire bienvenue à tous et merci en tout cas pour ton invitation, surtout Morgane. Et effectivement, oui, c'est vrai qu'au moins, par rapport à la description que tu as fait de moi, là où je suis au moins d'accord, c'est sur le côté structuré. Et c'est là où c'est rigolo parce que, alors peut-être qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on a des visions, enfin des manières de faire, je dirais plutôt, dans le business qui sont différentes. Et c'est aussi intéressant de voir que il n'y a pas qu'une façon de faire du business et une façon de réussir aussi dans le business. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plutôt discuter de la prospection. La prospection quand on est freelance pour trouver des clients. Et juste un petit peu pour vous donner du contexte sur qui je suis. Aujourd'hui, je suis coach business pour les freelances. J'ai commencé cette activité en 2021, courant 2021, mais vraiment à 100% en 2022. Donc en fait, quand je fais un peu que je prends un peu de recul, ça fait finalement que 2 ans, presque 3, que je suis à temps plein là-dessus. Et avant ça, j'étais rédactrice web. C'est comme ça qu'on s'est connus aussi. Et donc fin 2017 jusqu'à 2021, rédactrice web. Et puis j'ai fait évoluer mon activité. J'ai été content manager. J'ai fait du consulting édito. J'ai fait de la formation pour des équipes de rédacteurs, etc., pour des grandes marques. Et voilà, aujourd'hui, je suis coach business pour les freelances et j'accompagne les freelances, soit des freelances débutants ou des freelances qui sont déjà lancés pour structurer leur business et trouver des clients et prendre confiance en eux aussi, confiance en leur projet. Voilà, donc j'ai un programme qui s'appelle La Tanière, qui est un programme hybride, et je fais aussi de l'accompagnement individuel. Voilà en gros pour la présentation. Et du coup j'ai fait une transition d'activité courant 2021. Voilà. Ok. Du coup, ouais, si tu peux nous en dire un peu plus, comment tu étais devenue rédactrice, tes premières missions un peu, et puis après aussi, ce qui t'a poussé à switcher comme ça et à faire autre chose. Est-ce que c'est parce que ça te plaisait plus? Est-ce que c'est parce que ça marchait pas? Ou c'était, dis-nous tout. Oui. Ok, alors, en gros, si je remonte du coup, parce que ça ne me rajeunit pas tout ça, du coup, fin 2017. En fait, 2017, donc j'obtiens mon master en strat de com et je ne sais pas ce que je veux en faire, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et en gros, j'ai une copine qui me propose un jour d'intégrer l'équipe de rédaction d'un média pour les auto-entrepreneurs. D'un média et d'une structure qui accompagne les auto-entrepreneurs. Voilà. Et donc, je dis, ok, allons-y. J'ai jamais fait de rédaction, je n'ai jamais été freelance. Mais voilà, en gros, c'est comme ça que tout a démarré. Donc, moi, je n'ai jamais été salariée à la suite de mon master. Tout de suite, en fait, j'ai créé mon activité de freelance. C'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Et donc, j'ai fait cette activité que j'ai fait évoluer comme je viens de l'expliquer. J'ai bossé pour des typologies de clients en fait très très différentes, de la start-up, des petits entrepreneurs, mais aussi des agences, des grandes marques comme Bouygues Immobilier, Decathlon, Cdiscount, etc. pour citer que. Mais voilà, vraiment du très petit et aussi du très gros. Donc j'ai vu plein de choses et c'est ça aussi qui est extrêmement enrichissant. Et du coup, voilà, clac, clac, je fais mon petit chemin, ça fonctionne bien, mais je travaille énormément. Parce qu'en fait, à l'époque, et je pense que tu seras assez d'accord avec moi, Morgane, mais nous, on est un peu de l'ancienne génération, dans le sens de… Il n'y a pas grand-chose pour nous aider à structurer le business et à nous développer, et, tu vois. Ça n'existait pas trop encore, les coachs business, les formations business, tout ça, c'est bien après. Du coup, je travaillais beaucoup.
Voilà, Covid, où j'ai eu beaucoup de travail, donc c'était chouette, mais je ne faisais que ça de ma vie en fait. Je faisais que travailler. Et en gros, je la fais courte, mais ça a débouché sur un burn-out en 2021, où là, à la fois ma vie a explosé et j'ai tout remis en question, dont mon activité pro, où je sentais bien que j'avais fait le tour. Ça fonctionnait très bien. Vraiment, j'ai pas eu à me plaindre de ça, mais j'avais fait le tour. J'avais envie d'autre chose. Et en fait, j'ai commencé à créer du contenu sur Insta, sur ma vie de freelance. Et assez rapidement, on m'a dit est-ce que tu peux m'aider, etc. Et c'est comme ça en fait que j'ai construit et structuré mon activité aujourd'hui, qui est coach freelance. J'ai voulu faire autre chose. Et à une époque où c'était vraiment les balbutiements du coaching business et il y avait très peu de monde sur le marché et je connaissais rien à tout ça. C'est toujours, à chaque fois que je me suis lancée, en fait, je connaissais jamais rien. Et je me rends compte en parlant et j'ai vraiment tout appris en pratiquant, quoi. Beaucoup. Ouais, mais pour le coup, toi, tu as vraiment l'état d'esprit qu'il faut, je pense, pour être freelance parce que voilà, tu te retrouves dans des trucs que tu maîtrises pas forcément au début et puis finalement, tu arrives à le faire hyper bien, tu arrives toujours à rebondir, quoi. Et puis, ouais, je pense que tu es tombé à un moment déjà où, comme tu dis, nous, il y avait beaucoup moins de formation en ligne, de coaching, enfin, il y avait moins de choses, donc tu as répondu à un réel besoin. Et en plus, je pense aussi que c'est ta personnalité parce que sur ça, on est pareil dans ta com, tu fais vachement transparaître qui tu es. Et tu es sincère et tu n'es pas là juste pour vendre un truc. Et je pense que toi, c'est ça aussi qui fonctionne avec toi. Les gens, en fait, ont l'impression de te connaître et ils ont confiance en toi parce que tu es juste, voilà, tu dis les choses comme elles sont. Et je pense que ça a été ta force aussi qui a fait que c'est parti aussi vite, quoi, en fait. Oui, oui, clairement, mais c'est exactement ça. C'est à la fois, il n'y avait pas autant de concurrence qu'aujourd'hui. Il faut quand même, tu vois, faut remettre les choses dans leur contexte toujours. Ça, c'est la première chose. Donc, clairement, je suis arrivée sur un marché qui n'était pas saturé. Et voilà, et j'ai pu faire ma place plus rapidement. Et deuxième chose, effectivement, en fait, quand j'ai commencé à partager tout ça, il faut bien comprendre que je n'avais pas d'optique de changer d'activité au début. C'était vraiment pour partager du contenu autour de ma vie de freelance. Et moi, j'ai fait une transition longue sur quasiment une année pour passer de rédac à temps plein à coach business à temps plein. Donc, c'est évident que quand j'ai commencé à partager tout ça, j'avais pas de pression de vendre, de chercher des clients et tout ça. Et donc, comme ça s'est fait hyper naturellement, je pense qu'effectivement, ça s'est ressenti aussi dans ma com. Voilà, donc il y a tout un tas de raisons qui font que oui, j'ai pu faire ma place et aujourd'hui aussi, je reste là et je continue à développer mon activité et c'est cool. Bah oui, top. Mais ce qui est bien du coup, c'est que tu vas pouvoir, cette vidéo, elle va être intéressante parce que tu as le côté, par exemple, pour mon audience, pour la rédac, tu as les connaissances métiers et tu as aussi ce point de vue plus global sur le monde de l'entrepreneuriat. Et justement, je me demandais, quand tu étais rédactrice, comment tu procédais pour prospecter? Est-ce que tu prospectais ou, enfin, je sais pas, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui prospectent, je sais qu'il y en a qui vont juste se contenter d'avoir un site vitrine. Il y en a qui sont à fond sur LinkedIn. Bon, moi, j'ai mes positions sur chacune de ces choses, mais toi, comment tu faisais En fait, encore une fois, je remets dans le contexte. On est fin 2017, pas le même marché, pas la même concurrence. C'est très bien, on s'est lancé quasiment en même temps. Enfin, on voit peu de choses près. Et voilà. Et donc, à l'époque, je n'avais rien. C'est-à-dire que j'allais dire entre guillemets, ça n'existait pas en fait la création de contenu sur LinkedIn. LinkedIn, c'était encore une plateforme pour les salariés qui mettaient leur CV. Enfin, c'est clair. c'est un autre monde, quoi, tu vois. Et donc, j'avais pas de stratégie de contenu, j'avais pas de réseaux sociaux, j'avais même pas de site, j'avais pas de blog. Voilà. Donc, comment j'ai trouvé mes premiers clients? Prospection, réseautage, bouche à oreille de clients qui parlent de moi à d'autres clients. Ça, c'était vraiment mes stratégies. Est-ce que j'ai prospecté? Oui, en fait, c'était l'essentiel de ma stratégie. Parce qu'encore une fois, pas la même époque, pas les mêmes contextes, et on ne pensait même pas à créer du contenu. En tout cas, c'était vraiment les balbutiements de tout ça.
Ouais, je prospectais. Alors, du coup, quand j'ai préparé un peu ton interview, je me suis replongée dans ce que je faisais. Et VS, ce que j'ai appris entre-temps, et parce que je me suis formée, etc., tout ça, et puis ce que je conseille maintenant, tu vois, à mes coachés. Forcément, il y a des bases qui restent, mais il y a des choses qui ont Ça a changé. évolué. Ouais, bien sûr, c'est sûr, ça a évolué. Et en gros, moi, j'avais donc pour la strate de prospection, en fait, j'avais 4 catégories. Et ça, je pense que ça peut parler aux personnes qui vont nous regarder, parce que pour moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ça aujourd'hui. En fait, j'avais une stratégie pour pour parler aux agences, pour aller prospecter les agences, pour qu'elles me sous-traitent. Aussi, j'allais chercher mes concurrents directs qui étaient plus évolués que moi. Donc, tu vois, typiquement des rédacs, en fait, rédacteurs, rédactrices, qui étaient à la limite entre le soloprenariat et le mode agence. Tu vois, on sentait que ça commençait à basculer tout doucement vers l'agence. Donc, des gens qui étaient plus évolués, plus et plus de crédibilité et de notoriété sur leur marché, et donc qui cherchaient des sous-traitants aussi. Ok. Voilà. J'allais chercher aussi ce que j'appelle les métiers complémentaires. Donc, par exemple, moi, je discutais beaucoup avec des consultants SEO ou des développeurs, des web designers pour intégrer leur réseau et qui me fassent bosser sur des projets à eux, pour des gens qui cherchaient des rédacs. Et enfin, 4e catégorie, c'était les clients directs. C'est-à-dire que voilà, je repérais sur Google, etc., des sites qui me paraissaient intéressants, des médias, tout ça, des entreprises, des marques. Et ça, c'était ma prospection directe. Tu vois. Donc, déjà, 4 catégories, 4 segments. Donc, pas les mêmes approches, forcément. On ne parle pas de la même façon à une agence qu'à quelqu'un qui fait la même chose que nous, qu'à une entreprise en direct. C'est évident. Ouais. Donc voilà, mais globalement, si je dois résumer, tout ce qui était agence, mes concurrents et les métiers connexes, style consultant SEO, tout ça, dans mon approche était plus directe, frontale, on va dire, tu vois. En gros, voilà, je disais tout de suite qui j'étais, ce que je faisais et ce que je leur proposais et ce que je venais chercher. VS, les prospects en direct que j'allais contacter, c'était un peu plus smooth, tu vois. C'était moins frontal. J'essayais plutôt d'instaurer une première relation avant de continuer. Après, si je fais un peu le bilan, je faisais plein d'erreurs. Hein. Je ne vais pas faire genre j'ai fait une prospection, tu vois, pas du tout. Enfin, clair, on commence tous par faire des erreurs. Je pense que c'était ton cas aussi. Oui, bah oui. De toute façon, moi, je le dis haut et fort dans mes articles de blog et certaines vidéos. J'ai fait vraiment des horreurs au début en prospection. Maintenant, je me dis que j'ai parcouru du chemin et c'est en faisant ces erreurs aussi qu'on apprend. Et puis, à cette heure-ci, ça ne nous a pas empêché. Maintenant, tu n'es plus rédac, mais ça ne t'a pas empêché de vivre de ton activité. Donc, au final, c'est que tu t'en es pas mal sorti, quoi. C'était pas non plus cata. Voilà, c'est ça. En fait, c'était plein de tests, mais complètement, tu vois, c'était plein de tests. Et voilà, et après, au début, je faisais des mails trop longs. Je parlais trop de moi, tu vois, VS parler du client et repérer ses besoins, etc. En fait, le ratio était déséquilibré. Je parlais trop de moi et pas assez du client et de son problème et de comment est-ce que je pouvais aider. Je faisais pas de relance systématique, tu vois. Puis je pense que j'étais peut-être trop impatiente, mais au moins, j'avais le mérite d'essayer et de tester plein de choses. Et ce qui était rigolo, et ça aussi, je pense que ça peut intéresser les gens, je fais une petite parenthèse, mais c'est que c'est pas parce que vous prenez un non ou pas de réponse que ça veut dire que c'est foutu pour toujours avec la personne que vous prospectez. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir soit un non, soit pas de réponse, et plusieurs mois après, d'être recontacté par la personne parce que c'était le bon moment pour cette personne-là. Voilà. C'est vrai. Il faut mettre son ego de côté aussi quand on fait du business. C'est important.
Après, ce qui est embêtant, c'est quand on prospecte, on a envie que ce soit là maintenant, mais c'est vrai qu'on peut avoir des retours très tardifs. Là, j'ai eu une autre copine du web qui me disait qu'elle avait même parlé à une fille qui lui disait que les agences lui répondaient souvent genre 1 an plus tard. Et je me dis, d'un côté, c'est bien si tu as toujours besoin de clients à ce moment-là. Après, c'est compliqué, tu vois, mais c'est une réalité. C'est bien que tu le dises parce qu'il faut en être conscient aussi. Et comme tu dis, après, il faut se dire que tout n'est pas perdu. Mais on peut mesurer, on ne peut pas vraiment savoir quand on va avoir une réponse, quoi. Ouais, alors, effectivement, il y a ça. Après, encore une fois, avec le recul et l'expérience, je pense qu'il faut être plus stratégique. Moi, j'étais à 50% stratégique et 50% feeling, tu vois, clairement. Et mais c'est normal, quoi. Je n'étais pas encore bien formée et je n'avais pas beaucoup d'expérience. Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, voilà, je crois qu'à un moment donné, dans une des questions, tu me demandais un peu voilà, ce qui pouvait être intéressant les éléments importants, et on y reviendra, mais l'élément important, c'est le bon ciblage, quoi. Tu vois, on le dit tout le temps. Mais je pense que je détaillerai peut-être un petit peu plus tard. Mais le bon ciblage, c'est important. C'est vrai qu'au début, quand on prospecte aussi, on a tendance, et encore toi, tu avais déjà ce côté process, méthodique avec tes catégories que moi, je n'ai pas, que je me force à voir parce que des fois, on est obligé. Mais c'est vrai que moi, franchement, honnêtement, au début, j'étais en mode je ratisse large, quoi. Genre, je prospecte tout le monde et il y en a peut-être un qui va dire oui, quoi. Et le fait de trop parler de toi aussi, je pense qu'on le fait tous parce que, en fait, on a tellement envie de mettre nos compétences en avant qu'on en oublie que faut répondre à une problématique. En fait, ton mail, tu vas le créer autour de ça, en fait. Voilà, le client a une problématique et toi, tu apportes une solution. Mais c'est vrai que c'est une erreur. Je pense qu'on le fait vraiment presque tous au début, quoi. C'est comme ça, pas dramatique. Non, mais c'est ça. Et là où c'est le plus intéressant, c'est quand vous avez quelqu'un qui vous dit non ou enfin voilà, qui vous répond. Si c'est possible, en fait, d'aller essayer de comprendre ce qui ne va pas dans le mail. Tu vois. Vraiment, essayer de demander à la personne, déjà, merci d'avoir répondu. Est-ce que, peut-être en 2-3 mots, tu peux m'expliquer, voilà, pourquoi? Est-ce que c'est un problème de mail? Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour toi? En gros, c'est ça, quoi. Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour toi? Ou est-ce que c'est un problème de mail et mon mail ne te donne pas assez envie, ou tu ne vois pas le lien, tu ne vois pas ce que je peux t'apporter, ou alors tu ne me sens pas assez crédible, tu ne me fais pas assez confiance. Encore une fois, ça me paraît un peu bateau ce que je dis, mais c'est toujours quand on a quand on sait ce qui ne va pas, qu'on peut améliorer ça. C'est vrai. Et tu le faisais avant ou c'est quelque chose que tu as amélioré depuis? De quoi? De justement demander, voilà, si tu n'as pas de réponse, de relancer comme ça, c'est maintenant quelque chose que tu conseilles parce que ton process a évolué ou tu osais justement faire ça dès le début? Ouais, alors moi, depuis le début. Tu me connais dans l'intimité, on est copines et tu sais comment je suis, mon profil, tu sais comment je fonctionne et je suis quelqu'un, ça je sais que ça m'a énormément aidé, c'est que j'ai pas mal de culot et que, en fait, très rapidement, je me suis dit, Mathilde, du moment que tu es sympa, respectueuse et pro, en fait, tu n'as rien à perdre justement à relancer ou à demander comment est-ce que tu peux t'améliorer. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était quand même quelque chose que je pouvais pratiquer dès le début, pas toujours, pas à chaque fois, systématiquement. Mais voilà. C'est bien que tu aies réussi à faire ça. Je trouve ça courageux quand même parce que c'est vrai que quand tu commences, tu es plein de doutes, tu as peur un peu d'être rejeté. Tu sais, quand on te dit non ou qu'on ne te répond pas, c'est pas bien, mais tu le prends un peu de manière personnelle. Et toi, tu as réussi à faire le pas, tu vois, d'aller creuser encore pour qu'on te dise ce qui ne va pas, tu vois. Mais d'un côté, c'est bien parce que du moment que tu es dans cette démarche-là, en fait, ce que tu vas peut-être le prendre un peu mal, ce qu'on te dit, mais ça ne va pas te démoraliser. Justement, tu es dans l'optique de te servir de ça pour faire mieux. Et je trouve ça hyper bien. Tu vois, ça, c'est un truc que j'ai jamais fait, par contre. Et je trouve ça trop bien. Oui, oui. Après, je pense que ça tient vraiment de la personnalité. C'est pour ça que je te disais, tu sais comment et tout ça. Et j'ai conscience que c'est l'une de mes forces pour le business. Mais j'ai tout un tas de défauts, ne vous inquiétez pas. Aussi. Mais c'est vrai que j'ai ce côté où
j'allais dire, je suis un peu pitbull, mais c'est un peu péjoratif, mais je suis pitbull sympa, c'est-à-dire que, tu vois, je suis sympa, mais j'essaie quand même de comprendre, en fait, pourquoi, parce que je veux essayer de m'améliorer. Et, et voilà, et tu vois, je fais une parenthèse, mais c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, et aujourd'hui, je fais de l'accompagnement, et, et j'ai un process où je demande beaucoup de feedback, et tu vois, et ça me sert toujours à m'améliorer, et voilà, mais je pense qu'on peut s'en servir de ce truc de feedback sur plein de choses quand on fait notamment la prospection. Ouais. Justement, ma prochaine question, c'était maintenant que tu accompagnes les freelances. C'est vraiment des freelances, hein, du coup, elle n'a pas que des rédacs. Tu n'en as peut-être même pas beaucoup d'ailleurs. Oui, j'en ai, Voilà. c'est pas la majorité, mais j'en ai, ouais. Et du coup, maintenant que tu accompagnes les freelances, est-ce que tu as une manière d'aborder les choses différentes? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais plus du tout pareil en prospection ou ça reste… Ouais. Alors en fait, je pense que je vais déjà un peu expliquer ouais, comment je leur parle de ça. Ma façon de faire, je pense que je t'en parlerai après. Mais déjà, donc là, c'est vraiment ma vision et je dis toujours aux gens que j'estime pas avoir la vérité universelle. C'est ma vérité à moi et ma vision à moi. Et donc, j'estime que alors, les créateurs de contenu et ceux qui vendent de la enfin, des formations en création de contenu vont me tuer. Mais j'estime en fait qu'on a mis la création de contenu trop haut, tu vois, en termes de stratégie pour trouver des clients. Donc, on a mis cette stratégie sur un piédestal pour les freelances. Et je trouve en fait que ça fausse un peu le truc. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, moi je le vois, en fait, je le dis, c'est parce que je le vois, j'accompagne des freelances toute la journée et je vois bien comment ils pensent. Ils pensent que la création de contenu est le moyen et potentiellement le seul moyen pour trouver des clients. Bah, c'est parce que Donc, c'est ce qui vante les gens beaucoup. En fait, oui, après, je dis pas, je fais du SEO, hein, donc la création de contenu, oui, c'est très bien, mais c'est vrai que tu as ce côté où ils le vendent souvent un peu en mode tu ne veux pas prospecter, bah, crée du contenu et attire des clients en ouais, automatique. Donc, c'est sûr que bah, je pense que quelqu'un qui vend ce type de formation et qui travaille son discours, il va plus vendre que moi, par exemple, qui propose des produits numériques en prospection, parce que personne n'a envie de prospecter, en fait. Mais il faut se mettre un coup de pied aux fesses. Et je pense que c'est là que tu vas en venir, où tu es obligé, au bout d'un moment, attirer des clients, c'est très bien, faire du SEO, avoir une stratégie sur les réseaux sociaux, mais au début, bah, personne ne te connaît, et bah, ton SEO, enfin, faut le temps que ton site y bosse, quoi, faut le temps que ton réseau il s'élargisse. Tu peux pas attendre quand tu débutes, en fait, c'est ça le truc. et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, encore une fois, à notre époque, à toutes les deux, en fait, il n'y avait pas tout ça. On ne savait pas tout ça. La création de contenu, c'était pas à ce niveau-là. C'était loin d'être à ce niveau-là. Et donc, on faisait avec ce qu'on avait. Et donc, en fait, on faisait de la prospection, on faisait du réseautage, on entretenait le bouche à oreille. Et j'ai envie de dire, on n'en est pas morte, quoi. Tu vois. Et en fait, je trouve que, et surtout, ça permet quand même d'avoir des résultats, que ce soit positifs ou négatifs, mais au moins, on sait à quoi s'en tenir et c'est plus rapide. Je trouve que la création de contenu, pardon, en fait, ça fainéantise les freelances. C'est-à-dire qu'ils attendent, ils sont dans une posture passive. En mode, je crée du contenu et j'attends que ça vienne à moi. Je trouve que c'est dangereux. Alors, vous allez me dire, mais putain, elle fait que cracher sur la création de contenu et tout. Mais non. Pas du tout. Moi, je suis sur Insta, je fais de la création de contenu, ça m'apporte des clients, c'est mon canal de visibilité. Néanmoins, c'est justement ça qu'il faut comprendre. C'est un canal de visibilité parmi tant d'autres. Et aussi, deuxième chose que je voulais évoquer, c'est que je trouve que les freelances, en prestation de service, donc là, par exemple, on va parler des rédacteurs web parce que c'est ceux que tu accompagnes, ont un business model particulier qui est ils font pour les entreprises. Tu vois, ils rédigent des contenus, ils rédigent des articles de blog, etc. Et en fait, je trouve qu'ils essaient de copier des stratégies de formateurs business, de coach business, alors que c'est pas les mêmes business models. Les formateurs, les coachs, les accompagnants, etc., vont beaucoup, beaucoup faire de création de contenu.
Parce que c'est un business model particulier avec une cible particulière. C'est pas du tout la même chose qu'un rédacteur web qui va aller chercher des contrats auprès des entreprises. Ça n'a rien à voir. Tu le sais, toi, en plus, tu fais les deux. Tu as fait les deux et tu fais les deux. Tu es rédac pour les entreprises et tu es aussi infopreneur. Toi-même, c'est pas le business model, tu vois, c'est pas les mêmes stratégies. Ah bah pas du tout, je travaille pas du tout de la même façon pour trouver des clients en rédac que pour tu vois là mes petites stories Insta là, j'ai sorti une formation avec Mathieu Verne sur l'audit de contenu. Achetez-la, non je rigole. Mais mes petites stories Instagram, bah mes clients en rédaction web, ça les laisserait de marbre et je pense même qu'ils ne les verront jamais parce qu'ils ne sont pas présents sur ce canal, ils communiquent pas comme ça en fait avec quand ils ont besoin d'un prestataire et tu vois, la différence, je vais prospecter en direct, en rédaction web. Je fais plusieurs choses, mais je vais prospecter en direct. Mais je ne vais jamais faire ça pour de la formation. Enfin, je ne vais pas m'amuser à aller sur tous les sites des rédacteurs web et à leur envoyer un message. Voilà, je propose ceci, je propose cela. Non, en fait, comme tu dis, ce n'est pas le même business model et il faut vraiment créer des offres et des process commerciaux adaptés à notre activité et à notre cible. Absolument, c'est exactement ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Et donc, voilà, je voulais vraiment le dire parce que ça perd les gens, en fait, tu vois, ça perd les freelances qui sont prestataires de services en se disant, oui, mais les formateurs business ou les coachs business que je suis, ben, en fait, ils font pas de prospection ou ils n'en parlent pas, ils font beaucoup de création de contenu, donc c'est ça que je dois faire. Voilà. Moi, je trouve que non, je trouve que la création de contenu, c'est intéressant quand c'est bien fait. Mais encore, hein, je vais pas. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais la création de contenu, c'est loin d'être facile, c'est chronophage, il faut bien faire parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Il faut avoir une vraie stratégie. Il faut savoir faire du copywriting, du storytelling. Enfin, c'est pas si facile que ça. Et pour moi, ça vient en complément en fait de la prospection ou du réseautage ou du bouche à oreille. Ça vient apporter de la crédibilité. On peut faire des études de cas, on peut partager des témoignages, on peut créer des contenus à haute valeur ajoutée avec des articles de blog, du livre blanc ou des webinaires ou n'importe quoi. OK pour soutenir en fait cette crédibilité, cette notoriété. Mais pour moi, ça doit être en complément avec la prospection et tout ce que je viens d'expliquer. Donc voilà. Après, je ne sais pas si tu veux peut-être que je t'explique dans les grandes lignes ce que je transmets et ce que j'apprends à mes coachés, peut-être. Oui, je veux bien. Bah, j'allais te demander justement un peu ton process. Qu'est-ce que toi, tu préconises? Dis-nous tout. Oui, en fait, du coup, il y a deux choses. Parce qu'il y a ce que j'apprends et ce que je transmets à mes coachés prestataires de services, donc comme les personnes qui vont nous écouter, nous regarder. Et il y a moi, ce que je fais en termes de prospection, du coup. Et du coup, c'est parce qu'encore une fois, ce n'est pas les mêmes business models. Donc, en gros, ce que j'apprends déjà, c'est que pour moi, il faut quand même qu'il y ait des bases qui soient solides au démarrage. Tu vois, typiquement, c'est comme quelqu'un qui va créer du contenu sans avoir des fondations solides, type je ne sais pas ce que je vends, je ne sais pas à qui je le vends. Bref, le positionnement est bancal. Voilà. Bah, c'est la même chose en prospection. Il faut à minima avoir une V1 de ça, c'est-à-dire positionnement quand même assez clair, qui je suis, qui j'aide et qu'est-ce que je propose. Quelle problématique du coup, dans ça, tu englobes bien définir son persona et créer son offre, en fait. Oui, après, je mets juste une petite nuance dans le sens où, parce qu'encore une fois, par expérience, je vois ce que ça donne, il ne faut pas y passer des mois et des mois à ça. C'est une V1. Tu vois, une V1, voilà, c'est une V1 et on se dit, OK, je fais ça, je le teste et je verrai bien ce que ça donne. Bref, ça me semble hyper important. Ce que j'appelle les prérequis, tu vois. Si, pour moi, cleaner la vitrine, c'est-à-dire un profil LinkedIn, même si on ne s'en servira pas forcément pour la création de contenu, mais un profil LinkedIn propre, rempli et clair. C'est hyper important. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que le prospect, tu le sais très bien, qu'il va taper, ou quand il va recevoir votre mail ou n'importe quoi, il va vous chercher. En fait, il va chercher à comprendre profondément qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous vendez.
Donc, il va aller chercher un profil LinkedIn et potentiellement un site web, ou en tout cas un endroit pour mieux comprendre ce que vous faites et votre positionnement. Ouais. Voilà. Pour moi, il faut cleaner ça, que ce soit propre. Ensuite, ce qui est très, très important et qui fait défaut aux freelance, c'est la bonne cible, c'est le bon ciblage. Et là, pareil, je suis sûre qu'on sera d'accord, c'est que de la même façon, comme ils ne comprennent pas bien ces histoires de business model et qu'ils cherchent à copier-coller un peu les stratégies, c'est qu'ils vont trop souvent cibler ce que moi j'appelle une mauvaise cible quand tu es prestataire de service. C'est en gros les toutes petites structures, quoi. Tu vois, les tout indépendants, les solopreneurs, les freelances qui n'ont pas un rond, qui n'ont pas de budget et avec qui on ne peut pas faire de récurrence. Ouais. Bah, c'est ça, et puis aussi travailler avec des petites cibles qui sont très novices sur le web et tout. Je trouve que faut être conscient aussi que c'est beaucoup de boulot. Il y a tout un travail pédagogique derrière parce qu'ils ne savent pas ce qu'on fait, ils ne savent pas pourquoi, et ça va être beaucoup voilà, de demandes de repasse parce qu'eux, ils n'imaginaient plus si, de questionnement, ce qui est légitime parce qu'ils ne comprennent pas forcément pourquoi on a fait tel ou tel truc. Et c'est vrai que chacun fait comme il veut, mais pour ma part, ce genre de client, ça m'a bouffé mon énergie. Je ne le fais plus maintenant. C'est beaucoup, beaucoup de boulot pour, voilà, souvent, pas des rémunérations ouf, comme tu disais. Donc, il faut être conscient de ça, je pense. Oui. Et ça, c'est l'une des erreurs les plus fréquentes que je vois chez les freelances. C'est quand on me dit, moi, je suis prestataire de service, c'est-à-dire que je fais pour le client, je rédige les articles de blog, je rédige les fiches produits, et ma cible, c'est des petits. Et là, en fait, je dis, c'est déjà rien que ça, pour moi, c'est… Tu vois, moi, je vais être encore plus frontale que toi. C'est que pour moi, c'est en fait, vous emmenez votre business à la perte, quoi, clairement. Il faut aller cibler des personnes, des entreprises qui ont un budget, quoi, qui ont un minimum de budget. Sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. C'est pas possible. Et c'est normal, du coup, que vous ayez que des noms, que vous n'ayez pas de réponse, que vous ayez que des noms. Parce que entre ce que vous proposez, au prix que vous proposez, et qui est probablement juste, je ne remets pas en cause ça, mais par rapport à la cible que vous mettez en face, ça ne va pas. Il n'y a pas de capacité suffisante. Voilà. Donc ça, déjà, pour moi, c'est très clair, c'est l'une des erreurs les plus importantes. Il y a ça. Et la deuxième chose aussi que je vois beaucoup, c'est le fait de ne pas travailler ces éléments de crédibilité et de légitimité. Pareil. En mode… je ne sais pas, il n'y a rien qui est mis en avant pour donner confiance aux prospects qu'on va aller prospecter, qu'on va aller démarcher. Tu vois, je ne sais pas, faites un effort d'arriver à mettre en corrélation les gens que vous allez prospecter, peut-être avec des éléments qui vont lui donner confiance. Ça peut être plein de choses. Par exemple, des témoignages clients, un extrait de portfolio. Oui, carrément. Une preuve de performance, par exemple, je ne sais pas, une capture que le site s'est positionné sur Google en première page, c'est ça que tu veux dire? Exactement, c'est typiquement ce genre de choses. Et toujours, là, on voit déjà l'objection des gens qui vont nous écouter. Oui, mais moi, je n'ai pas de témoignage client. Ben, sachez que, en fait, vous allez me dire, mais elle a toujours réponse à tout, celle-là. Ouais, c'est un peu mon métier d'avoir toujours réponse à tout. Mais en fait, c'est qu'il y a tellement d'autres possibilités. Mais tu sais, toi et moi, regarde, quand on a commencé, on n'avait rien. Comme tout le monde, on n'avait rien. Et on a… J'ai rédigé des articles gratuitement, je pense. Exact. Et en fait, tu t'es créé… Ouais, dès que j'ai eu ne serait-ce qu'une URL, je la joignais à tous mes mails et tout. Le peu que j'avais, je le mettais en avant. Parce que pareil, en rédaction web, on dit souvent d'envoyer le portfolio. Mais quand tu as une URL dedans, c'est ridicule. Tu vois, moi, je préférais mettre un petit extrait de texte, une capture ou un lien. Mais je ne sais pas toi comment tu faisais. Mais ouais, au début, c'est difficile, mais ce n'est pas infaisable. C'est pas infaisable. Bien évidemment que non, ce n'est pas infaisable. Et encore une fois, mais bon, là, vous allez me dire, elle fait beaucoup de parenthèses dans tout ça, mais parce qu'il y aurait tellement à dire. C'est aussi une question de mindset. C'est se dire, comme tout le monde, je commence de zéro, mais en réalité,
qu'est-ce que j'ai vraiment chez moi? Est-ce que j'ai une spécialité? Peut-être quand j'étais salariée, et bien finalement, je peux faire un lien avec les gens que je vais démarcher. Et puis, j'ai un nombre d'années d'expérience. Et puis, j'ai peut-être un peu des premiers retours de témoignages clients, des feedbacks de clients. Et puis, j'ai peut-être 2-3 articles gratuits que j'ai créés et que je peux envoyer. Et puis, j'ai peut-être, je ne sais pas moi, des recos d'anciens collègues ou de mon ex-patron ou n'importe quoi. Enfin, faut y aller, quoi, en fait. Il faut creuser et il faut se dire, mais qu'est-ce qui fait que je peux proposer ces services-là? Quelles sont les preuves aujourd'hui de ma crédibilité? Ok, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai encore pas grand-chose, mais c'est déjà suffisant pour commencer. Parce que sinon, dans ce cas-là, on ne fait plus rien. On leur fait quoi? On s'arrête, on arrête tout, puis on attend. Bah, c'est ça, c'est dur de mettre le pied à l'étrier, mais au début, faut vraiment trouver les moyens parce que, ouais, comme tu dis, quand tu envoies un mail et que tu n'as aucune, rien, quoi. Tu n'as pas de preuve de ton expérience, tu n'as pas de retour client, c'est compliqué, tu vois, ça donne pas confiance, forcément. Et oui, et vraiment, moi, si tu veux, il y a un truc qui me bute un peu, c'est quand les gens me disent oui, Mathilde, mais moi, j'ai rien. Oui, mais j'ai pas de témoignage client. Alors, trouve autre chose. Tu vois, je suis très claire, moi, je suis très contente. Je dis, ok, mais trouve autre chose. Et en fait, quand tu commences à décortiquer, en fait, tu as ça. En fait, tu as eu ça. Puis en fait, tu as tant d'années d'expérience. Puis en fait, regarde ça, on peut faire un lien. C'est juste qu'il faut, voilà, il faut aller plus loin que les premiers blocages que vous allez rencontrer, quoi. Parce que sinon, il ne se passe rien. Et voilà, donc ça, je pense que c'est très, très, très important de mettre en valeur ces 2-3 éléments de légitimité qui collent bien avec le profil des gens que vous démarchez. Tu l'as très justement dit, Morgane, aussi, quand vous commencez à avoir un portfolio qui commence à être conséquent, peut-être pas tout envoyer, quoi. En fait, aller repérer ce qui fait sens pour la personne qu'on va démarcher. Pour faciliter le travail aux gens que vous allez prospecter. C'est ça. Le portfolio, même, je sais que moi, j'en ai maintenant plusieurs. Bon, je prospecte plus spécialement, mais en fonction de la cible, vu que moi, je cible, mais je suis spécialisée. Et j'ai, 4 spécialités: animaux, travaux, électroménager, médecine esthétique. Donc, des trucs qui n'ont rien à voir. Et justement, quand j'ai commencé à me spécialiser, je me suis dit, en fait, pour prospecter, va falloir renforcer le ciblage, quoi. Et du coup, j'avais créé des portfolios. Il y en a un, il y a plus de références. Je mets en valeur, en fait, en fonction de la spécialité. Il faut toujours s'adapter à sa cible, en fait. Et c'est vraiment ce qui fait la différence. Mais vraiment. Oui, toujours. Mettez-vous toujours à la place de la personne à qui vous envoyez un mail. D'entreprises qui potentiellement se font démarcher par 4-5 rédacteurs par mois ou j'en sais rien, même par semaine peut-être. Qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui fait un mail ultra généraliste, qui ne parle que de lui, qui n'a aucune référence, rien, pas un élément de crédibilité, ou alors qui envoie juste le lien d'un portfolio avec 1 milliard de trucs, et puis en fait, c'est au prospect de se dépatouiller, VS, inverse, quoi. Quelqu'un qui a un truc un peu plus structuré, qui s'intéresse à la personne, qui met en avant son problème, qui a repéré un problème, qui le met en avant, et puis qui met des éléments de crédibilité en lien avec le profil. C'est sûr qu'on attire plus l'attention. Ouais. Mais tu vois, nous, ça nous semble logique, mais c'est vrai que quand tu viens du salariat, non seulement tu dois apprendre un nouveau métier, mais je parle parce qu'il y a beaucoup de reconversions, mais en plus, tu dois apprendre à gérer ton entreprise, plus la prospection. C'est des nouveaux codes pour tout, en fait. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est bien, au final, de se former, de se faire accompagner, parce que sinon, tu perds quand même beaucoup de temps. Et nous, c'est vrai qu'à notre époque, tout était plus simple. Franchement, moi, j'ai pas non plus galéré de fou à trouver des clients et à vivre de mon activité, alors que j'ai été loin d'être la meilleure rédac du monde. Mais maintenant, c'est plus compliqué quand même. Donc, c'est vrai que voilà, se faire accompagner, parfois, c'est la clé pour surmonter tous ces petits blocages qu'on a plus ou moins tous quand on se lance. Parce que je suis sûre que tes élèves, au fond, ça se trouve, ils savent. Mais tu sais, c'est des blocages.
Il y a des choses qui restent fixées dessus et… mais complètement. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais prêcher pour ma paroisse forcément, mais en vrai, je te rejoins à 100% et je l'ai dit plusieurs fois, c'était plus facile. Et je suis désolée, mais ceux qui disent le contraire, moi, je suis pas d'accord, quoi. Clairement, pour moi, c'était plus simple. Et c'était plus simple de trouver des clients. Et voilà. Et après, il y a le Covid qui est passé. Il y a l'hyper-concurrence maintenant. Donc, clairement, il faut être bon dans son métier. Il faut être bon en business, quoi. Enfin, sinon… ça, il faut être complet. Il faut être complet à fond. Complet. Et ça s'apprend, en fait. C'est pas inné. De savoir structurer une entreprise, de savoir trouver des clients, d'avoir confiance, d'avoir une bonne posture, de cadrer. Voilà, tout ça. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai vraiment à cœur d'accompagner les freelances. C'est parce que, moi, j'ai pas trop galéré, bien que, franchement, je n'aurais pas dit non à un accompagnement. Je ne vais pas te mentir que si j'avais eu ça m'aurait beaucoup aidé et j'aurais gagné. Parce que j'ai pas trop galéré à trouver des clients. Mais par contre, sur plein d'autres aspects de mon business, j'aurais vraiment pu être meilleure, tu vois. Mais, voilà. Et donc, c'est clair que je suis d'accord avec toi, il faut être bon dans son métier et il faut être bon dans le business. Et les deux s'apprennent. On apprend le métier et on apprend l'entrepreneuriat, quoi. C'est ça. C'est vraiment tout un truc, quoi. C'est un package. Oui, exactement. Après, tu as les… dans tous les cas, tu as les compétences métiers, je ne sais plus comment on dit, j'allais dire comment on dit en français, excuse l'américaine, les soft skills. Tu sais, c'est les compétences douces, on va dire. Voilà, ça va être ta façon d'être et plus tout ce côté entrepreneuriat. Et ça, je trouve ça limite plus dur à apprendre, en fait. Ouais. Oui. Parce que après, ça dépend. Par exemple, tu vois, moi, je sais que je suis persévérante. Après, je me mets dans tous mes états. Hein. Là, je vous raconterai bientôt sur la chaîne YouTube, il m'est arrivé un truc avec un client, je me suis fait jeter par SMS, j'ai sérieusement pété un plomb. Mais 2 jours après, moi, c'était bon. J'étais repartie, tu vois. Et il y a des gens, c'est pas, on est tous comme on est, mais qui vont justement plus s'effondrer facilement au moindre échec, qui vont avoir du mal à rebondir et tout. Et ça, c'est des choses, il faut vraiment se faire violence parce que pour le coup, je pense que ça fait une différence énorme. Il y en a plein qui arrêtent la rédac, par exemple, pas parce que c'est pas des bons rédacteurs, mais parce que voilà, ils n'ont pas réussi à trouver de clients, ils se sont mangés des refus, ils n'ont pas su comment réagir et rebondir derrière. Et tout ça, c'est hyper important. Et toi, c'est bien parce que tu accompagnes à la fois sur… c'est vraiment… il y a les compétences, je pense, administratives, tout ça, tu fais, non? Ouais, c'est juste c'est minime, hein. C'est minime, c'est complet, mais c'est un guide de la micro-entreprise, mais c'est vraiment pas tu as tous ces petits aspects de l'entreprise, mais tu as aussi la grosse partie prospection et puis mindset au final. Je pense que tu sais leur mettre un coup de pied aux fesses et leur dire non, c'est là qu'il faut… C'est clair. En fait, moi, c'est vrai que j'accompagne notamment sur la tanière parce que c'est vraiment mon programme où je suis à 360 degrés, tu vois, au niveau des thématiques. Parce que justement, quand tu te mets en compte et que tu gères une activité, mais faire ton métier, je dis n'importe quoi, c'est peut-être 30% ou 40% de ce que tu dois faire de ton temps, en fait. Et tout, bien, c'est créer une structure, la développer, la gérer. Et si on ne sait pas faire ça, alors, si c'était aussi simple de juste savoir bien faire son métier pour vivre de clients, tu vois. Ouais. Clients, mais évidemment que non. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai créé la tanière. C'est vraiment un programme qui balaye à 360 degrés, trouver la bonne cible, construire des offres, fixer ses prix, vendre, gérer ses clients, enfin bref, voilà. Et notamment la prospection, effectivement, ça fait partie de ce qu'on voit. Mais voilà, après, je ne sais pas si c'est intéressant peut-être pour toi que j'évoque, moi, aujourd'hui, en tant que coach business, comment j'utilise la prospection dans mon activité. Est-ce que c'est intéressant pour les gens qui… oui, je pense. Ouais. Je pense que c'est intéressant. Ouais. Donc, comme j'expliquais, du coup, pas le même business model. Donc, je fais de la prospection, mais pas de la même façon que ce que j'apprends aux gens. En fait, pour être très clair, moi, ce que je fais, c'est de la prospection. En fait,
la prospection pour aller convertir les prospects chauds en clients. Donc, je m'explique. L'idée, c'est que à travers la création de contenu que je peux réaliser, newsletter et contenu sur Instagram, en gros, c'est ça, je vais repérer des gens qui vont avoir plein d'interactions avec moi. Tu vois, ça va être des gens qui, je vois, qui commentent régulièrement sous mes contenus, des gens qui ont téléchargé mon freebie, des gens qui ouvrent tous mes mails, par exemple, ou quand je fais un lancement de la tanière, par exemple, eh bien, tu vois, vont lire tous mes mails de vente, etc. Et donc, ces gens-là, je les repère, je repère leurs signaux d'intérêt, et puis, eh ben, je vais leur parler directement. Tu vois, je vais vraiment passer en mode active où je pourrais me contenter juste d'attendre et de voir ce que ça donne, mais j'ai le sentiment, alors c'est très récent, hein, parce que je remets dans le contexte, je l'ai fait là au dernier lancement, avant je le faisais. Voilà, et en fait, c'est fou parce que je l'ai noté, je reprends juste vite fait mes notes parce qu'en fait, j'ai noté les résultats de cette méthode. Le fait de faire ça, là, c'est-à-dire contacter les gens où je sentais qu'ils étaient chauds, ça m'a apporté sur une 30aine de personnes contactées en direct. J'ai signé 3 personnes pour la tanière. J'ai une personne que j'ai basculée en accompagnement individuel et j'ai 3 prospects intéressés pour commencer de l'accompagnement individuel en 2025. Bah, c'est énorme. C'est énorme, vraiment. C'est énorme et je me suis dit, incroyable. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis bien rendu compte que, encore une fois, la création de contenu, c'était bien. Les mails de vente, c'était bien lors d'un lancement, etc. Les stories sur Instagram, c'était bien lors du lancement. Mais les gens ont besoin de sentir qu'il y a un lien, tu vois, de créer de créer un engagement. Et je me suis dit, en fait, c'est aussi à moi de faire le premier pas. J'arrête d'attendre systématiquement qu'on vienne vers moi. C'est trop bien. Et donc, du coup, je suis allée vers les gens qui me semblaient être les plus intéressés par la tanière à ce moment-là du lancement. Voilà. Et donc, j'ai construit mon petit mail que j'ai voulu à la fois très, comment dirais-je, bienveillant, mais à la fois aussi droit au but, tu vois, en mode, je ne vais pas te le ressortir et te le lire, mais en mode, voilà, je vois, voilà, j'ai l'impression que tu es intéressé par la tanière, peut-être que tu n'oses pas venir m'en parler, me le dire. Ben moi, je viens vers toi, je fais le premier pas. Mais si tu n'as pas envie et que tu n'as pas envie d'en parler ou que ça ne t'intéresse pas, mais aucun problème. Voilà, il n'y a pas de souci. Et ça sera mon seul message d'ailleurs et il n'y a aucun problème. Et si tu es intéressé, enfin voilà, on peut en discuter. Et là, les retours que j'ai eus, je me suis dit, oh, c'est ouf. Comme on peut se mettre du blocage, tu vois, de se dire, bah non, je ne veux pas faire la prospection avec ce business model. Et en fait, c'est juste que c'est une autre sorte de prospection, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Mais en fait, parfois, les gens, ils n'osent pas, je pense. Et puis, quand tu achètes une formation ou un accompagnement, tu n'achètes pas que le contenu, tu achètes pour le formateur. Et c'est vrai que bah, moi, je le vois aussi. Il y a beaucoup de gens, surtout quand je faisais devenir un produit démarchage client, je pense que 90% de ceux qui achetaient ma formation, c'est des gens avec qui j'avais déjà papoté. Tu sais, j'avais pris le temps d'échanger avec eux. Bon, après, je le fais toujours quelques petits conseils comme ça. Enfin, souvent, c'était des gens avec qui j'avais créé du lien, en fait. Mais c'est vrai que la technique de vraiment d'analyser les interactions de ton audience et d'aller les contacter en fonction, je trouve ça hyper malin. Oui. Et ça marche bien. Et ça marche très bien. Et j'étais la première surprise, vraiment, vous pouvez me croire. Mais surtout, là où j'ai envie de faire le lien avec les personnes qui vont nous écouter, qui sont rédac ou qui travaillent dans l'écriture web, comment est-ce que vous pouvez vous approprier ça? Je veux vous dire qu'en fait, vous avez plein de prospects qui gravitent en fait autour de vous et lister de manière assez exhaustive en fait tous les gens avec qui vous avez déjà eu une première interaction, évidemment qui correspondent à votre cible, qui seraient intéressés et intéressants. Voilà, des gens avec qui vous avez déjà eu des échanges par mail, des anciens prospects ou même, je sais pas,
des gens que vous avez rencontrés lors d'afterwork ou de réseau, n'importe quoi, ou qui ont répondu à des commentaires sur LinkedIn, enfin bref, j'en sais rien. Et en fait, regardez sur toutes ces personnes-là, qui sont les plus chauds, les moins chauds, et puis en fait, allez au contact de ces personnes-là, parce que moi, on m'a dit dans des retours que j'ai eus, en mode, notamment des personnes qui m'ont dit c'est intéressant, c'est super intéressant, mais pour l'instant, je peux pas, j'ai pas la capacité budgétaire. On m'a dit merci d'être venu me proposer ça parce que je n'osais pas te contacter ou j'avais des freins, des blocages, et en fait, c'est super intéressant que tu viennes m'en parler. J'étais là, oh, c'est fou. C'est trop bien. Parce que tu peux avoir l'impression que tu vas être un peu invasif, tu sais, en faisant ça. Ouais. Tu l'as jamais fait, en plus, tu étais en mode test. Et au final, ça doit être trop cool que les gens sont contents, en fait. Comme quoi, des fois, il faut aussi qu'on arrête de se mettre des idées dans la tête et de penser à la place de nos prospects. Et surtout, ne pas avoir peur de tester. Exactement. Et tout le temps. Je pense qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Quand on a une idée, il faut vraiment la tester parce que peut-être ça va être un gros flop, mais peut-être que ça peut donner de très, très bons résultats aussi. Et sur un marché concurrentiel, il ne faut pas hésiter à se réinventer et à tester ce qui nous passe par la tire pour sortir du lot. Ah ouais, carrément d'accord avec toi. Encore une fois, je me suis dit, mais Mathilde, purée, ce culot que tu avais quand tu étais rédac et que tu ne te posais pas 1000 questions, en fait, finalement, ça reste quand même un être humain derrière tout ça. Les personnes qui te suivent, ça reste aussi des êtres humains. Ok, tu crées du contenu gratuit. Ok, c'est plus le même business model, mais ça reste un être humain qui a peut-être des freins, des croyances et qui n'ose peut-être pas, qui a peut-être besoin de ce petit coup de pouce, tu vois, que tu vas lui offrir en lui envoyant ce message. Tant que vous laissez, évidemment, j'allais dire la porte de sortie en mode si ça t'intéresse pas, t'inquiète pas, je vais pas venir plus t'embêter que ça. Et peut-être qu'on se reparlera plus tard. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Et sachez que ça sera maintenant l'une de mes stratégies, clairement, parce que ça vaut le coup et que ça m'a vachement. Tu parlais de se réinventer. J'ai adoré ce que tu as dit parce que moi, ça m'a mis un coup de fouet, tu vois. Dans cette stratégie, dans mon secteur qui est extrêmement concurrentiel aujourd'hui. Mais c'est bien. Mais on en revient toujours à se réinventer, rebondir, oser. Oser, c'est important. Mais ouais, c'est bien. Et oui, comme tu disais, je pense que c'est applicable dans beaucoup de domaines. Oui. Pour les rédacs, ça y est, j'imagine déjà des trucs et tout. Je vais vous envoyer un petit mail dans pas longtemps. Non, en fait, par rapport à LinkedIn, tu vois. Et oui, en voyant comment les gens réagissent aux publications, même les gens qui t'ajoutent dans leur réseau et qui ne t'envoient pas forcément de messages. Enfin, il y a plein de choses à faire. Hein. C'est ça. C'est Excuse-moi, je n'ai pas. On parle. J'ai pas au même moment que toi. Et en fait, je disais juste, c'est repérer d'abord les signaux d'intérêt et ne pas juste se dire c'est rien et ça vaut rien. En fait, non. Voilà. Le cumul des signaux d'intérêt fait que, en fait, le prospect, il passe de prospect froid à quelqu'un qui est potentiellement intéressé. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est ça. Et un client, de toute façon, un prospect, ça s'accompagne dans sa décision d'achat. Hein. Même en prospectant, il y a vraiment plein de choses à faire. C'est pas hop, vous allez envoyer un mail et ça part tout de suite en collab. Il y a plusieurs étapes qui peuvent varier selon les clients, mais ça reste du travail. Et ce que j'allais dire, c'est que on a trop tendance à s'imaginer aussi que tout a été fait en 2024. Se dire, non, et en fait, j'ai l'impression que à chaque fois que je parle avec des gens, j'apprends des choses et je me dis, mais en fait, il y a trop de choses différentes qui fonctionnent. On dirait qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à tester, de nouveau à faire. Donc, vraiment, si vous avez des idées, mettez-les en pratique, n'attendez pas. Vraiment. Ouais, c'est clairement ça, je suis d'accord avec toi. On en revient à cette petite dose de culot qui fait souvent la différence, en fait, en plus de la rigueur et de la discipline et de la persévérance. Eh bien, je crois quand même que oser, ça fonctionne pas mal. Et ouais, je sais plus, mince, j'ai mangé un truc que je voulais dire, mais c'est pas grave, ça me reviendra peut-être.
Bah justement, les dernières questions, ça tournait autour de ça. Pour toi, qu'est-ce qui fait vraiment la différence en prospection? Et on a un peu répondu à tout ça au final. Enfin, tu as répondu, on en a parlé, mais pour toi, qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qu'il faut vraiment pas négliger? Oui. Alors, juste avant de répondre à ça, je viens de me rappeler de ce que je voulais te dire. C'est vraiment. Vas-y. Ce que je voulais dire aussi, rebondir sur en fait ce que tu disais, en mode, pour moi, c'est pas. Alors, comment je peux dire ça? Pour moi, en fait, la prospection, quand on fait de la prospection, on ne cherche pas à vendre. Pour moi, les mails de prospection, ce n'est pas vendre. Vendre, tu le fais lors de tes calls. Tu vois, call découverte ou call de. Mais pour moi, la prospection et les mails de prospection, donc ça indique qu'en fait, à mon sens, il devrait y avoir une séquence de mails de prospection. Pour moi, ça, c'est fait pour toute la phase de séduction. Tu vois, en mode, je découvre la personne et je me fais découvrir, je suscite son intérêt, je lui propose peut-être un call, mais pour moi, c'est un parcours, en fait, avec des étapes. Et ça, je pense que c'est de le rajouter. Tu as raison, parce que même quand tu dis le premier mail de prospection, enfin, ton prospect, ça sert à rien de le prendre pour un idiot. Enfin, il sait que tu vas lui proposer quelque chose, mais tu peux même pas vendre dans le sens que tant que tu n'as pas échangé avec le prospect, bah, tu n'as pas conscience de ses besoins et ses envies réelles. Donc, ce serait te mettre une balle dans le pied que de dire je propose, du coup, je vous propose ça à tel prix. Il y en a qui le font et on se dit allez hop, pourquoi pas. Mais en fait, non, c'est tout un processus et il ne faut pas brûler les étapes. C'est très important. Oui, mais complètement. Moi, je déconseille vivement de se dire la prospection égale un mail, un seul mail, et ce mail égale dans le fond, je propose, en fait, où je liste tous mes services avec le prix à côté. Ça pour moi, c'est. Et donc, je réponds un peu finalement à ta dernière question. Tu vois, l'un des éléments pour moi qui fait la différence, c'est de penser la prospection avec des étapes et donc différents mails comme un parcours d'achat. Je dis toujours, en fait, à quel moment vous demandez en mariage une personne que vous rencontrez dans la rue. À part dans Marié au premier regard, tu vois, j'ai toujours cette analogie, mais à part au premier regard, personne ne fait ça. Personne ne se marie avec quelqu'un qu'on vient de découvrir dans la rue, quoi. C'est toute clair. la phase de séduction et de proposition de on sort ensemble, tu vois. Et après, peut-être qu'on va se marier, donc du coup, et conclure la vente. mais voilà. Bah, c'est donc, ça. C'est important. En fait, le mail de prospection, c'est un peu la phase de séduction. L'appel découverte, c'est le premier date. Et puis, après, la finalisation du contrat, même s'il y a encore quelques trucs, bah, là, ça se concrétise, quoi. C'est là le mariage. Les fiançailles, ça dépend de la longueur de la mission. Mais tu as raison, en vrai. Tu ne peux pas arriver aux gens et dire je vous vends ça. Mais t'imagines si on faisait ça, genre dans la rue et tout. Oui. Tu sais, aller proposer nos trucs, même si c'est par mail, ça reste. Moi, je suis plutôt je me rappelle plus, j'ai plus mon mot, partisane de l'approche frontale comme toi, mais il y a un minimum et il ne faut pas brûler les étapes parce que c'est se tirer une balle dans le pied pour moi. Ouais, clairement. C'est à la fois, et c'est en ça que ça peut être un peu challengeant, c'est trouver l'équilibre entre on va pas balader les gens pendant des jours et des jours, c'est bon, on est professionnel. Vos clients, enfin vos prospects, c'est pas des lapins de Garenne, quoi, ils viennent pas de naître. Tu vois. Donc voilà, il faut garder ça. Et à la fois, soyez pas des bourrins, quoi. Soyez pas des bourrins. Et ça, donc du coup, ça me paraît être important, ça me paraît faire la différence. Ce qui fait la différence, j'en ai déjà parlé pour moi, c'est cleaner votre vitrine avant de commencer à envoyer des mails. Ce qui fait aussi, enfin mail ou message par LinkedIn, hein, d'ailleurs. Ce qui fait aussi la différence pour moi, clairement, c'est le ciblage. Vraiment. C'est-à-dire que c'est évident que si vous me listez 30 noms de freelance des freelances qui viennent de débuter ou qui font même, on va pas se mentir, hein, même des 2 000 ou 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et ces gens-là n'auront jamais assez d'argent pour vous payer et vous payer avec de la récurrence. Enfin, arrêtez de croire au père. Clairement, je vous le dis tout de suite, pour moi, c'est un vrai problème de ciblage.
Et qu'est-ce qui fait la différence? Ouais, mettre en valeur ces éléments de crédibilité, des trucs logiques qui parlent à la personne que vous allez contacter. Et je pense que c'est un bon résumé. Il y a ça qui me vient, mais sinon, je trouve que c'est vraiment les éléments les plus importants. Après, j'allais dire de la persévérance, c'est clair, quoi. Si on le fait 3 fois ou 10 fois et qu'on s'arrête, si je récapitule, ce serait tout mettre au propre, son site ou ses réseaux sociaux, bien ciblé. Ouais. Et ensuite, du coup, commencer à prospecter en joignant des éléments qui te crédibilisent aux yeux de tes prospects. Ouais. C'est bien aussi. Exactement ça. Et c'est important. Après, tu vois, tu vas encore plus loin que moi sur certaines choses. Tout comme je pense qu'il y a des choses que peut-être je fais et que tu ne fais pas. Mais je trouve ça toujours hyper intéressant d'échanger. Tu vois, là, les conseils que tu donnes, ça va sûrement parler à beaucoup de rédacs. Après, je n'ai pas que des rédacteurs dans mon audience, j'ai aussi des freelances. Donc, je pense que dans tous les cas, ils vont trouver ça très intéressant et tu n'es pas à l'abri d'être contacté bientôt, je pense. Avec grand plaisir. Hein. Avec grand plaisir. Je mettrai le lien vers ton profil Instagram, LinkedIn, les deux. Oh, Insta, plutôt, c'est vraiment là où je suis la plus active. Ouais, Insta, très bien. Bah écoute, moi c'est bon pour moi. Je suis arrivée au bout de toutes mes questions. Je pense que ça a été, c'est hyper complet. Ça va être hyper intéressant pour ceux qui vont nous regarder. Et franchement, je te remercie beaucoup parce que tu n'as pas été avare en petites astuces et en conseils. Et tu as livré quand même des éléments concrets qui peuvent permettre à ceux qui nous écoutent, même sans suivre d'accompagnement ou de formation, de modifier des petits trucs dans leur approche. Et je suis sûre que vraiment, rien que ça, ça peut faire la différence. Écoute, vraiment avec grand plaisir. Moi, je trouve que c'est important pour moi d'apporter de la valeur. Tu m'as fait confiance pour cet entretien et d'apporter des conseils. Donc, voilà, aucun problème avec ça. Et oui, je trouve que c'est une thématique extrêmement intéressante qui n'est pas sexy, qui est peu mise en valeur. Et en fait, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que en fait, j'aime bien que tu prennes à contre-courant, tu vois, depuis le début, en fait, ce truc, et que toi, tu aies décidé aussi de vraiment parler de la prospection et de mettre ça en valeur en termes de stratégie. Et donc voilà, c'est trop cool d'avoir pu parler de tout ça avec toi, confronter aussi un peu finalement nos façons de faire. C'était génial et je suis très contente d'avoir pu apporter ces éléments. C'est génial. Et oui, la prospection, c'est ma bataille. Et c'est vrai que, en fait, ça m'a tellement pas plu au début parce que j'ai pas l'âme vendeuse que je me suis dit, mais attends, c'est pas possible que je sois la seule à galérer comme ça. Et là, j'ai testé plein de trucs. Il y en a, ça a été des flops, mais total. Et il y en a qui ont bien fonctionné. J'ai réussi à affiner mon truc et je me suis dit, j'ai trop envie d'aider. Je pense que toi, c'était le même délire. Je me suis dit, j'ai trop envie d'aider les gens. J'ai pas envie qu'ils galèrent comme moi. Et je pense que j'ai un vrai truc à transmettre. Mais après, oui, la prospection, ça ne plaît pas à tout le monde, tout simplement parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de prospecter. Et c'est pas la bonne chose à faire pour moi, mais c'est comme ça. Mais c'est pas un truc sexy, comme tu dis. Ouais, après, je pense que, tu vois, je pense qu'on y revient quand même pas mal. Moi, je ne sais pas comment tu le ressens, mais on voit quand même que sur le marché, la création de contenu, c'est bien, mais comme je l'ai dit, hein, ça demande de vraies compétences. Les gens pensent trop que c'est facile, qu'il suffit de poster 3 carousels sur LinkedIn et que ça va fonctionner. Pas du tout, les gars, je vous le dis tout de suite, pas du tout. Voilà, moi, pour avoir fait la création de contenu comme toi et aussi d'autres techniques comme de la prospection, comme du réseautage, je pense qu'on a balayé toutes les deux à peu près toutes les stratégies existantes pour trouver des clients en différentes activités. Donc voilà, on connaît bien les avantages et les inconvénients de chaque stratégie. Et clairement, pour moi, je suis d'accord avec toi, la prospection, quand c'est bien fait, ça fonctionne très bien. Voilà. Et donc, ça mérite vraiment d'être plus mis en valeur. Et pour moi, on y revient quand même pas mal. Donc, oui, je pense. devant soi, quoi.
Bah, ceux qui veulent vraiment vivre de leur activité, je Ouais, pense que même si au début, ils sont sur de la stratégie de création de contenu pour attirer des clients, bah, au bout d'un moment, s'ils voient que ça ne fonctionne pas, bah, ils reviennent à la prospection. Et puis l'un n'empêche pas l'autre, hein. Le temps que exactement. ton travail en SEO, par exemple, porte ses fruits, il n'y a rien qui t'empêche de prospecter. Justement, ce temps qu'il te faut, tu vas pas attendre et te tourner les pouces, quoi. Faut Exactement. mettre à profit. Chaque seconde compte. Non, mais c'est clair, il faut comprendre que, en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux. Ça fonctionne, les deux fonctionnent bien, mais pour moi, là où ça fonctionne le mieux, c'est quand ça fonctionne ensemble, en fait, les deux de concert. Et Ouais. pour moi, les deux doivent être travaillés. Donc, je te rejoins complètement. Ok. Bon, ben, on a globalement en fait la même vision du truc. Euh, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, peut-être que vous prospectez complètement différemment. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées qui vous rebutent, qui vous font vraiment peur en prospection. Peut-être ouais, des choses que vous avez vécues et qui vous mettent en difficulté. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Bah, après, je ne vais pas te plonger là-dedans, mais je viendrai répondre. Et qui sait, Oui, Mathilde et verra vos commentaires aussi. Mais on essaiera de vous répondre. Et voilà, même même entre rédac, entre freelance, c'est cool de voir les témoignages des autres sous les petites vidéos comme ça, je trouve. C'est toujours des expériences en plus à apprendre. c'est clair, et je viendrai regarder aussi. Et répondre, en tout cas, si on me pose des questions, n'hésitez surtout pas, que ça soit évidemment sous la vidéo de Morgane, ou même si vous le souhaitez en NP ou n'importe quoi sur mon Insta. Voilà, n'hésitez pas, je répondrai à toutes les personnes, sans problème. Ok, bah en tout cas, c'était un plaisir de papoter avec toi. Et je posterai cette vidéo bientôt et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps et tes précieux conseils. Merci beaucoup, Morgane, et à très vite. Et bon courage à tous et à toutes avec la prospection, du coup. Ciao tout le monde! Salut, salut!